Pourquoi les Allemands haïssaient-ils le Mun Garand américain? Ou Garand si vous voulez déclencher une dispute dans les commentaires. L'homme qui a conçu ce fusil prononçait lui-même Garand, alors c'est ce nom que nous allons utiliser. Quelle que soit votre prononciation, ce fusil avait quelque chose de particulier à son apparition durant la Seconde Guerre mondiale et pour de nombreuses raisons que nous allons aborder. Commençons donc depuis le tout début. Quand la Première Guerre mondiale s'acheva, l'armée américaine constata que la puissance de feu de l'infanterie ne suivait pas le rythme du champ de bataille. Les mitrailleuses et l'artillerie avaient dominé les combats, et le fusilier américain standard, armé de son Springfield 1903 à verrou, ne pouvait tirer aussi vite que sa main pouvait manœuvrer la culasse. Il en allait peu, ou prou de même pour toutes les autres armées du monde. L'armée voulait quelque chose de mieux, un fusil capable de donner aux soldats un volume de feu soutenu plus élevé, sans le poids, la complexité ou l'équipage qu'exigeait une mitrailleuse légère. C'est ainsi qu'en 1919, la recherche d'un fusil de service semi-automatique débuta officiellement. Les fusils semi-automatiques n'étaient pas un rêve lointain à cette époque. Des fabricants d'armes commerciaux comme Remington et Winchester produisaient des fusils de chasse semi-automatiques depuis 1905 et le chef de l'ordonnance avait explicitement déclaré être prêt à tester un modèle semi-automatique dès qu'on lui en soumettrait un. Alors pourquoi fallut-il encore plus de 3 décennies à l'armée pour en adopter un? La réponse tient à la cartouche. De 30 à 0,6. L'armée était profondément attachée à cette munition, et pour de bonnes raisons. Elle avait été testée à plus de 1600 mètres et était considérée efficace à des portées bien au-delà. Mais toute cette puissance avait un coût. Le 30 à 0,6 générait une pression en chambre énorme, nécessitait une forte charge de poudre, ce qui rendait la douille assez longue. Un mécanisme à chargement automatique devait contenir toute cette pression tout en gérant une culasse lourde qui va et vient à grande vitesse. Les semi-automatiques commerciaux de l'époque ne pouvaient tout simplement pas y faire face. Un fusil comme le Remington Model 8 ans. 35 Remington étaient conçus pour le grand gibier à moins de 180 mètres. Pour l'armée, c'était loin d'être suffisamment puissant. Construire un mécanisme autochargeur assez robuste pour gérer de façon fiable une cartouche militaire pleine puissance signifiait fabriquer un fusil tout simplement trop grand et trop lourd pour une dotation générale. Premiers essais des années 1910 et du début des années 1920 virent défiler divers candidats, dont des conceptions étrangères comme le fusil danois Bang et plusieurs expériences nationales. Aucun d'eux ne parvenait à concilier robustesse, poids et fiabilité face aux exigences brutales du 30 à 0,6. C'est alors que John Cantius Garand arriva à la manufacture d'armes de Springfield en 1919 et se mit immédiatement à travailler sur le problème. Sa vraie percée vint quand il se tourna vers un système à emprunt de gaz. Cette conception prélevait une petite portion des gaz propulseurs de la cartouche tirés dans un cylindre monté sous le canon. Ces gaz actionnaient un piston et une tige d'opération qui manœuvraient la culasse, éjectant la douille usagée et engageant une cartouche fraîche. C'était un système qui utilisait l'énergie propre du fusil pour accomplir le travail, répartissant les forces d'une façon qui n'endommageait pas les pièces. Cela résolut le problème fondamental qui avait arrêté tout le monde. Du milieu des années 1920 jusqu'au début des années 1930, l'armée mena des essais compétitifs répétés et les conceptions à emprunt de gaz de Garand se démarquèrent constamment. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Durant cette période, l'armée envisagea sérieusement d'abandonner complètement le 30 à 0,6. Elle testait une cartouche plus légère, le 276 Pedersen, qui faciliterait la conception du fonctionnement semi-automatique et permettrait aux soldats d'emporter davantage de munitions. Ce calibre réalisa de bonnes performances lors des essais et en 1930, le Garandan 276 obtint formellement la recommandation d'adoption, mais cela ne se produisit jamais. Le haut commandement intervint et rejeta le nouveau calibre pour des raisons logistiques et économiques. Les États-Unis possédaient encore d'énormes stocks de munitions, 30 à 0,6 restant de la Première Guerre mondiale. Et en pleine Grande Dépression, personne ne voulait construire une toute nouvelle chaîne d'approvisionnement de zéro. Garand fut donc contraint de revenir en arrière et d'adapter à nouveau son projet à la cartouche, 30 à 0,6, plus lourde et à plus haute pression. Après des années d'essais et de débats internes, le fusil fut formellement adopté le 9 janvier 1936. Il reçut la désignation rifle Caliber 30 Moon. C'était la première fois qu'une grande puissance militaire standardisait un fusil semi-automatique comme arme principale de son infanterie. Alors que la plupart des autres nations entreraient dans la Seconde Guerre mondiale en dotant encore leurs troupes de fusils à verrou, les Américains se positionnaient une génération en avance. Et ils ne perdirent pas de temps pour monter en cadence. En juin 1941,
Quelques mois seulement avant l'attaque de Pearl Harbor, le département de l'ordonnance produisait 1000 mun par jour. Avant d'aborder les combats, expliquons comment ce fusil fonctionne, car beaucoup d'idées reçues circulent à son sujet. Comme vous le savez probablement, la caractéristique la plus distinctive est son système de chargeur en bloc, la fameuse lame chargeur en acier emboîté. Le commandement de l'armée avait explicitement rejeté les chargeurs boîtes amovibles, persuadé que les soldats les perdraient sur le terrain et que l'ouverture recevant un chargeur amovible laisserait entrer la saleté et les débris dans le mécanisme, provoquant des enrayages. Garand conçut un chargeur fixe interne alimenté par une lame chargeur en acier embouti, essentiellement une pièce métallique en forme de U retenant 8 cartouches bien empilées. On charge en maintenant la culasse ouverte, en enfonçant la lame chargée dans la boîte de culasse par le dessus jusqu'au clic d'enclenchement, puis en tirant légèrement la culasse en arrière avant de la relâcher. La culasse se propulse en avant, saisit la cartouche du dessus de la lame et l'engage en chambre. À chaque coup, la culasse fonctionne automatiquement. Le distributeur à l'intérieur du chargeur monte et la cartouche suivante s'alimente en chambre. Puis, au dernier coup tiré, le distributeur monte suffisamment haut pour actionner le loquet de la lame et la lame vide est éjectée vers le haut hors de la boîte de culasse avec ce fameux tintement métallique, probablement le son le plus célèbre qu'un fusil ait jamais produit. La culasse reste ouverte après ce dernier coup, signalant au tireur qu'il est temps de recharger. Vous avez certainement entendu l'histoire selon laquelle ce tintement trahissait la position d'un soldat américain et signalait à l'ennemi que son fusil était vide. Mais réfléchissez-y un instant. Pour que cela soit vraiment problématique, il faudrait un soldat américain combattant seul, à si courte distance que l'ennemi puisse entendre ce petit son métallique dans le chaos de la bataille, comprendre ce que cela signifie et se précipiter sur lui avant qu'il puisse recharger. En réalité, les soldats américains combattaient aux côtés de leurs camarades. Et pendant qu'un homme rechargeait, les Allemands avaient encore bien d'autres fusils à craindre. Le combat est d'un bruit chaotique, et ce tintement était presque toujours noyé dans le vacarme des tirs, des explosions et des cris. De nombreux vétérans qui avaient porté ce fusil insistaient sur le fait que le tintement était trop faible pour être entendu à plus de quelques centimètres. Il existe même des histoires de soldats lançant délibérément une lame vide pour appâter un ennemi à se découvrir. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui fut vraiment utilisé en combat réel. Et bien sûr, aucune discussion sur le mun ne saurait être complète sans mentionner le fameux pouce du garand. Cela fait référence au fait de se coincer et d'écraser le pouce sous la culasse lors du chargement incorrect d'une lame. La tige d'opération du garand se propulse en avant avec une force réelle, et si votre pouce est encore dans le chemin, vous allez le sentir passer. Ce n'était pas particulièrement courant en combat réel, mais cela arrivait assez souvent sur les champs de tir d'entraînement pour avoir acquis une réputation durable. En gros, on apprenait la bonne technique rapidement, ou on l'apprenait douloureusement. Quand le mun alla enfin à la guerre, c'était le premier fusil semi-automatique standard adopté par une grande puissance militaire. L'avantage pratique sur les fusils à verrou était énorme. Un soldat avec un mun pouvait tirer les 8 coups aussi vite qu'il pouvait appuyer sur la gâchette sans jamais déplacer ses mains sur le fusil. Cela signifiait qu'il n'avait pas à rompre sa saisie-joue ou perdre son image de visée entre les coups, ce qui réduisait considérablement le temps de récupération après recul et lui permettait de réengager les cibles bien plus rapidement. En termes bruts, la cadence de tir visé augmenta d'environ 2,5 fois à 3 fois par rapport à ce qu'un fusil à verrou pouvait atteindre. Mais comme toute nouvelle technologie, le mun fit face au scepticisme des hommes qui allaient réellement le porter. Les soldats vétérans entraînés au Springfield 1903 prédisaient que le semi-automatique serait moins fiable et moins précis que leurs fusils à verrou adorés. Les officiers craignaient que les nouvelles recrues peinent avec le mécanisme plus complexe. Il y eut même quelques casse-têtes logistiques initiaux, des membres du personnel d'ordonnance peu familiers avec le nouveau fusil expédiant par erreur des lames de chargement à 5 coups destinées au Springfield à des unités déjà équipées de garand. Le fusil reçut son premier vrai test au combat dans le Pacifique Sud en 1942. À ce moment-là, la majeure partie du corps des marines résistait encore à la transition, apparemment par préférence culturelle du corps, plutôt que par manque de disponibilité des garants. Ainsi, la première offensive alliée de la Seconde Guerre mondiale, la campagne de Guadalcanal, fut menée avec un fusil de la guerre précédente. Mais une fois que les Marines eurent enfin le garand en main et l'essayèrent au combat, ils en voulaient davantage aussi vite que possible. Ils apprirent rapidement que le mun ne s'enrayait pas plus souvent que le Springfield et était tout aussi facile à entretenir. Malgré les inquiétudes quant à la tenue d'un fusil à emprunt de gaz dans le climat rigoureux du Pacifique, le garand se comporta en réalité très bien avec un entretien régulier. Les troupes américaines étaient plutôt satisfaites de leur nouveau fusil, et cela donnait un petit coup de morale de savoir qu'ils étaient les seuls à posséder des semi-automatiques. Cela ne passa pas inaperçu aux yeux des Japonais.
Ils réalisèrent rapidement le changement de puissance de feu des sections américaines et pensèrent que les unités américaines avaient bien plus de mitrailleuses qu'elles n'en avaient réellement. Parce que de nombreux fusils semi-automatiques tirant simultanément créaient un volume de feu qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Les charges Banzai qui avaient fonctionné contre des troupes chinoises mal équipées n'étaient plus du tout aussi efficaces. Les soldats japonais étaient souvent fauchés par les fusiliers bien avant de pouvoir atteindre les positions américaines. Vint ensuite le moment pour les Allemands de faire connaissance avec le Garand. Quand les troupes américaines affrontèrent pour la première fois les forces allemandes lors de l'opération Torch en novembre 1942, pour comprendre pourquoi le Mun eut un impact aussi frustrant sur les forces allemandes, il faut d'abord clarifier quelque chose sur l'armement réel de la Wehrmacht. Si votre idée de l'infanterie allemande vient des films et des jeux vidéo, vous l'imaginez probablement avec des pistolets mitrailleurs MP40, le révolutionnaire fusil d'assaut Senge 44, ou peut être le FG42 des parachutistes. Et oui, les Allemands produisirent bel et bien ces armes genuinement avancées. Mais regardons les chiffres réels. L'Allemagne produisit environ 1,1 million de MP40, quelques 430 000 STG-44 et seulement environ 7 000 FG-42. Comparé maintenant à plus de 14 millions de carabinés 98 à verrou fabriqués entre 1934 et 1945. Voilà la différence. Le Kar 98 resta le fusil de service allemand principal jusqu'à la toute fin de la guerre. Malgré ce que les images de propagande pouvaient suggérer, l'écrasante majorité des soldats allemands portaient essentiellement le même type d'armes que celles qu'avaient portées leurs pères durant la Première Guerre mondiale. Cela ne signifie pas que l'infanterie allemande manquait d'efficacité, loin de là. Mais leur doctrine fonctionnait de façon totalement différente de l'approche américaine. Les tactiques d'escouade allemande étaient centrées sur la mitrailleuse MG34 et plus tard MG42 comme principale source de puissance de feu, les fusiliers à verrou jouant un rôle de soutien articulé autour de l'alimentation et de la protection de cette mitrailleuse. Alors que les Alliés utilisaient les armes automatiques pour soutenir une infanterie équipée de fusils, l'armée allemande inversait complètement le processus en utilisant l'infanterie pour soutenir les mitrailleuses. C'était un système efficace, mais il signifiait que le fusilier allemand moyen était outillé moins favorablement que son homologue américain dans les engagements individuels. Les Allemands n'étaient pas aveugles face à l'avantage du semi-automatique. Ils essayèrent d'y répondre. Et l'histoire de ces tentatives explique beaucoup pourquoi le Garand était si remarquable. Leur premier effort sérieux fut le Gewehr 41. Chambré pour la cartouche standard 7, 92,57 mm Moser et alimenté par un chargeur fixe de 10 coups avec des lames de chargement. Sur le papier, cela semblait raisonnable, mais dans la pratique, le Guy 40 échoua de façon désastreuse. Le problème commençait par un impératif de l'armée allemande selon lequel aucun trou ne pouvait être percé dans le canon pour un système à emprunt de gaz. Cela forçait les concepteurs à utiliser un mécanisme de capture de gaz à la bouche complexe basé sur le vieux principe du fusil danois Bang où les gaz étaient captés à la bouche pour actionner le mécanisme. Le système se révéla incroyablement sujet à l'encrassement et à la corrosion. Le dispositif de bouche se composait de nombreuses pièces fines difficiles à garder propres et un cauchemar à entretenir en conditions de campagne. Les tests américains montrèrent que la fiabilité du Garand T1 était nettement inférieure à celle du Mun Garand, surtout exposée à la boue et à la pluie. La production de la variante Moser n'atteignit qu'environ 6700 unités, dont environ 1700 furent retournées comme entièrement inutilisables. La production totale du G41, toutes variantes confondues, atteignit environ 120 000 unités. Mais la conception était fondamentalement défaillante. Le Gewehr 43 fut la tentative de l'Allemagne de corriger ces problèmes, et ils le firent en copiant essentiellement le système à piston à course courte et emprunt de gaz du SVT-40 soviétique. Entré en production en octobre 1943, le G43 était genuinement meilleur. Il disposait d'un chargeur-boîte amovible de 10 coups, était plus léger que le G41 et utilisait des pièces embutties à la place de nombreux composants usinés pour accélérer la fabrication. Mais l'Allemagne ne parvint toujours pas à le produire à grande échelle. La production débuta bien trop tard, ne leur laissant à peine 10 à 8 mois avant la fin de la guerre. L'industrie allemande était déjà poussée à ses limites dans la production de chars, d'avions et de munitions, et il n'y avait tout simplement pas la capacité de se reconvertir pour une production de masse de fusils semi-automatiques. La production totale du G43 atteignit environ 400 000 unités, tandis que les Américains construisirent 5,4 millions de M1 Garand. Les États-Unis parvinrent à équiper pratiquement toute leur infanterie de fusils semi-automatiques, quelque chose que l'Allemagne ne parvint jamais à approcher. Les Soviétiques avaient leur propre fusil semi-automatique, le SVT-40, adopté en 1940. Il tirait la cartouche 7, 6-2I54R depuis un chargeur amovible de 10 coups. Mais le SVT-40 avait de sérieux problèmes.
Il était sensible à la qualité des munitions et sujet à des problèmes de fiabilité que les tests soviétiques quantifièrent à environ 10% de défaillance, contre seulement 75% pour le Mun Garand. Les soviétiques le retirèrent finalement au profit du vieux Mosin Nagant à verrou et des pistolets mitrailleurs, bien moins chers à produire et plus faciles à apprendre et à entretenir pour des conscrits peu qualifiés. La Grande-Bretagne envisagea effectivement le Mun Garand en 1939, mais était déjà engagée dans la production du Lee Enfield et ne pouvait pas justifier la perturbation d'un changement. Le Japon développa le Type 4, une copie quasi directe du Garand, mais ne parvint à en produire qu'environ 250 avant la fin de la guerre. Le Mun réussit là où tous ses efforts échouèrent, parce qu'il combinait fiabilité et simplicité mécanique d'une façon qu'aucun concurrent ne pouvait égaler. Le fusil pouvait également lancer des grenades grâce au lance-grenades de la série M7, un simple adaptateur de type tube glissant sur la bouche et se verrouillant sur le talon de baïonnette. Une grenade fusil se positionnait sur ce tube et le soldat chargeait une cartouche à blanc spéciale. La mise à feu du blanc propulsait la grenade vers l'objectif. Comme ce dispositif désactivait effectivement le système à emprunt de gaz, le fusil devait être manœuvré manuellement lorsque le lance-grenades était fixé, mais les grenades-fusils pouvaient atteindre des cibles à 90 à 180 mètres sans nécessiter une équipe dédiée de mortiers. Le Garand n'était pas parfait pour autant, et deux griefs revinrent régulièrement chez les vétérans de combat. Le premier était le poids. Un Mun chargé avec sa sangle en cuir d'époque pesait environ 4-5 kg, et avec la baïonnette fixée pour le combat, on dépassait les 5 kg. Même pour les standards de 1940, c'était lourd. Le Springfield de 1903 qu'il remplaçait pesait environ 3-9 kg. Et la carabine Mun, développée spécifiquement pour le personnel de soutien, ne pesait que 2-4 kg, ce qui signifie que le Garand était presque 2 fois plus lourd que la carabine. Les rapports d'ordonnance d'avant-guerre indiquaient explicitement que le Mun était trop lourd et encombrant pour la plupart du personnel de soutien, comme les officiers d'état-major, les artilleurs et les radiotélégraphistes, ce qui est précisément la raison pour laquelle la carabine Mun plus légère fut développée en premier lieu. Le second griffe était plus tactique. On ne pouvait pas facilement compléter un chargeur partiellement vide. Disons qu'un soldat attaquant une position ennemie tirait 4 ou 5 coups, puis se mettait à couvert avant d'avancer à nouveau. Il voudrait avoir les 8 coups complets en batterie. Mais il ne pouvait pas facilement vérifier combien il en restait, et il ne pouvait pas simplement glisser quelques cartouches supplémentaires dans la lame pour compléter. Il pouvait éjecter manuellement toutes les cartouches restantes et la lame, perdant ainsi les munitions restantes, ou tirer les cartouches restantes pour vider le fusil s'il ne craignait pas de révéler sa position, ce qui était en fait la méthode la plus courante sur le terrain, malgré le gaspillage de munitions. Il existe des techniques pour recharger manuellement des cartouches dans une lame partiellement pleine, mais elles sont lentes, nécessitent les 2 mains et sont totalement impraticables sous le feu. La solution évidente aurait été un chargeur-boîte amovible. Mais pour l'armée américaine, cette innovation n'arriva qu'avec le Me-14, adopté seulement en 1959. Le Mun Garand demeura le fusil de service américain standard tout au long de la guerre de Corée, de 1950 à 1953, équipant la majeure partie de l'infanterie des Nations Unies durant ce conflit. Il avait commencé sa carrière comme un fusil supérieur à presque tous égards à ce que portait l'ennemi. Mais à la fin de ses 22 années de service actif, il devenait désespérément dépassé. Le fusil qui lui succéda finalement fut le M14. Essentiellement un Garand profondément modernisé, construit autour de la nouvelle cartouche 7 62-50 et 1 mm autant, successeur plus court et plus efficace du 30 à 06. Les améliorations clés s'attaquèrent aux principales limitations du Garand. Un chargeur-boîte amovible de 20 coups éliminait enfin la lame en bloc, et le fusil offrait une capacité de tir sélectif en mode semi-automatique et automatique. Le Me-14 était ambitieusement conçu pour remplacer non seulement le Mun Garand, mais aussi la carabine Mun, le pistolet mitrailleur Mun 3 et le fusil automatique Browning 1918, en regroupant 4 armes en une seule. Cependant, cela fut rapidement jugé impossible, le Me-14 n'étant pas vraiment la plateforme idéale pour ce rôle combiné et présentant par ailleurs de sérieux problèmes dès le départ. En tir automatique, les soldats trouvèrent le fusil pratiquement incontrôlable à cause d'un recul puissant. Après seulement quelques coups, la bouche montait si violemment qu'on tirait dans le ciel. Pesant environ 5 kg pour une longueur de 112 cm, il était en réalité plus lourd et plus long que le Garand qu'il remplaçait. La crosse en bois traditionnelle gonflait dans les conditions de jungle humide, affectant la précision, ce qui devint un problème sérieux à mesure que l'implication américaine au Vietnam s'intensifiait. Les comptes rendus de combat montraient que les soldats ne pouvaient pas emporter suffisamment de lourdes munitions 7,62 pour maintenir la supériorité de feu face aux ennemis équipés de AK-47,
Et le terrain au Vietnam imposait la plupart des engagements à 300 mètres ou moins, annulant totalement l'avantage de portée que le Me-14 était censé offrir en théorie. Ainsi, le Me-14 termina avec la durée de service la plus courte de tout fusil d'infanterie américain standard de l'ère moderne, soit seulement 11 ou 12 ans. Le fusil d'assaut M16 en cartouche 5, 56 mm autant, bien plus légère, le remplaça officiellement entre 1967 et 1969. Les Allemands avaient en fait déjà compris cette idée de cartouche intermédiaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs études montraient que la plupart des combats d'infanterie se déroulaient à moins de 300 mètres, souvent bien plus près. Les cartouches de fusil pleine puissance étaient disproportionnées pour ces distances d'engagement. Leur solution fut donc le 7 92 x 33 mm Kurz, essentiellement le même projectile que tirait le Kar 98 mais avec une douille plus courte, ce qui signifiait moins de recul tout en étant plus puissant que les pistolets mitrailleurs en calibre pistolet. Ce concept de cartouche intermédiaire fut testé avec le STG-44. Et même si ce fusil arriva trop tard pour avoir un impact sur la guerre, l'idée qui le sous-tendait influença tout ce qui suivit. La cartouche 5, 56 mm autant qui remplaça le 7, 62 mm était essentiellement la même réflexion appliquée des décennies plus tard. Dans les années 1970 et 1980, pratiquement toutes les grandes armées avaient effectué la même transition vers les cartouches intermédiaires. Les projectiles pleine puissance ont toujours leur place pour le tir de précision longue portée, mais ils ne sont plus ce que chaque fusilier emporte, et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. John Garand lui-même reçut la médaille du mérite le 28 mars 1944, remise personnellement par le président Roosevelt. C'était la plus haute distinction civile disponible à l'époque. Une reconnaissance pour l'homme dont le fusil avait donné aux soldats américains un avantage décisif.